Bonjour Monsieur Bissonnette, Bonjour. Bienvenue au CIUP et bienvenue à l'ESAN et encore merci d'avoir accepté le principe de cette interview. Monsieur Bissonnette, pouvez-vous commencer par nous dire quelques mots sur vous-même? D'abord, moi j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années avec des élèves qui avaient à la fois des problèmes d'apprentissage et des problèmes comportementaux. J'ai travaillé dans le secteur des élèves en difficulté et j'ai rapidement constaté que les élèves qui sont en trouble de comportement ou en trouble de la conduite ont en grande majorité également des difficultés d'apprentissage. Et les résultats de recherche nous permettent aussi de voir qu'il y a une grande, je ne dirais pas une complicité, mais une grande corrélation entre ces deux types de problématiques-là. Donc, je me suis intéressé non seulement à la gestion de ces comportements-là, comment aider les enseignants à mieux gérer ou à aider les élèves qui avaient des difficultés comportementales, mais pour vraiment avoir une intervention réussie, intervenir seulement sur le plan du comportement sans se préoccuper de l'apprentissage à moyen et à long terme, j'aurais le goût de dire, c'est un peu voué à l'échec. Parce qu'à partir du moment où l'élève se comporte mieux, mais qu'il vit toujours l'échec sur le plan scolaire, et particulièrement en lecture, à ce moment-là, c'est difficile pour lui de continuer à bien se comporter quand le succès à l'école est peu ou pas présent. Donc, cette réalité-là que j'ai côtoyée pendant 20 ans m'a amené à m'intéresser à toute la littérature sur l'efficacité de l'enseignement, l'efficacité des écoles, et particulièrement la littérature anglo-saxonne, qui est une littérature beaucoup plus de type recherche expérimentale, où on compare des approches entre elles avec des groupes où, dans certains cas, on expérimente, et dans des groupes comparables où on fait autre chose. Et là, on est capable de voir l'efficacité de différentes mesures. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de recherche-là. J'en ai fait mon projet de doctorat et actuellement, j'enseigne dans un département de psychologie à l'Université du Québec à Gatineau, où j'essaie de sensibiliser mes étudiants à la nécessité de poser un regard sur les élèves qui sont en difficulté, non seulement sur le plan comportemental, mais aussi sur le plan de l'apprentissage, et d'essayer d'amener ces gens-là à fournir aux enseignants des stratégies dont les probabilités d'amener du succès auprès de ces enfants-là, enfants et ados, sont grandes, autant sur le plan du comportement que sur le plan de l'apprentissage. C'est un couple qui me semble indissociable. Vous travaillez donc sur la notion d'échec scolaire. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots votre méthode de travail, votre méthode de recherche? Ce que j'ai réalisé depuis les 5 dernières années avec des collègues de l'Université Laval, Clermont Gauthier et Mario Richard, on s'est intéressé à un type de recherche qui s'appelle la méta-analyse. La méta-analyse, c'est une synthèse de recherche, mais c'est une synthèse qui n'est pas seulement narrative, comme nous avons l'habitude de les consulter, mais c'est une synthèse de recherche qui est d'abord quantitative. C'est-à-dire que c'est un type de recherche qui nous permet, à l'aide de calculs statistiques, de quantifier pour chaque recherche étudiée un score, et on est capable, en calculant tous ces scores-là ensemble, d'avoir un portrait beaucoup plus précis de l'impact d'une stratégie d'enseignement sur le rendement des élèves. Et ça nous permet, ce type de recherche-là, je pense, des possibilités de généralisation qui deviennent intéressantes. Quand on constate, par exemple, qu'une stratégie comme l'importance de questionner les élèves, quand on sait que, je ne sais pas, mais il y a eu peut-être 200 recherches de fait là-dessus, et que les effets sont très positifs, autant au primaire, au secondaire, ben, de recommander une stratégie comme celle-là aux enseignants, ben, une recommandation qui est faite de cette façon-là, avec ce type de support empirique-là, ça ne garantit pas à 100% le succès de cette stratégie-là en salle de classe. C'est clair que l'enseignant fait en classe ce qu'il croit être correct,
et il va implanter la stratégie selon sa compréhension à lui. Mais en général, quand on propose ce type de stratégie-là qui s'appuie sur ce genre de recherche-là, ben, ce qu'on constate en général, c'est que les probabilités de succès sont plus grandes que les recherches où on emploie moins ce type de recherche-là. Et c'est pas seulement en éducation, c'est aussi un type. La méta-analyse est employée également en médecine. C'est pas seulement dans le domaine de l'éducation, mais depuis sa création en 1976 par un Américain du nom de Glass, c'est devenu une pratique de plus en plus courante qui nous permet de traiter une grande quantité d'informations et d'avoir un regard qui est plus objectif que des synthèses qui étaient plus narratives. Et ça nous donne un point de vue qui est plus précis aussi sur l'effet de la mesure. Alors, revenons sur l'échec scolaire. Vous êtes arrivé à quelle conclusion? La littérature sur l'enseignement efficace existe depuis longtemps. En fait, depuis plus de 40 ans. Et les conclusions de ces recherches-là sont surprenantes, c'est-à-dire que quand on regarde des synthèses de recherche, des méta-analyses qui ont été faites, par exemple, dans les années 70, et qu'on regarde à nouveau ce genre de recherche-là qui a été faite 20 ans ou 30 ans plus tard, les résultats sont relativement les mêmes. C'est-à-dire que l'enseignement qui est plus structuré, qui est plus directif, qui est plus systématique, qui est plus explicite, en général, c'est le type de pédagogie qui favorise la réussite auprès des clientèles vulnérables. Et je m'explique, élèves en difficulté, élèves à risque d'échec, élèves en troubles de comportement, élèves qui proviennent de milieux socio-économiques défavorisés. Donc, il y a une constance, une robustesse des résultats de ces recherches-là qui amène une forme de convergence des résultats qui nous permet de commencer à être de plus en plus certains de ce qui peut aider les élèves en difficulté. Par contre, ce qui est assez troublant, c'est de constater que ce type d'écrit-là, ce type de recherche-là, actuellement, n'a pas, je pense, la place qu'elle devrait avoir en éducation. Dans certains cas, je crois qu'en éducation, on a une vision un peu romancée de ce qu'il faut faire avec les enfants, de ce qu'il faut faire pour les aider à apprendre. Ce qui nous amène, dans certains cas, à s'éloigner de certains résultats de recherche qui sont peut-être moins attirants, moins modernes, mais qui ont montré leur effet de façon très, très, très importante sur le rendement des élèves. Je pense entre autres à la dernière méta-analyse qui a été publiée par le National Mathematics Panel, qui est une commission chargée par le Congrès américain pour faire le bilan sur les meilleures méthodes de mathématiques pour l'enseignement de la première année à la 8e année. Et pour les élèves en difficulté, on arrive encore exactement à la même conclusion après avoir analysé plusieurs recherches. La méta-analyse qu'ils ont fait nous amène à dire c'est l'enseignement qui est plus structuré, l'enseignement qui est plus explicite. Et c'est un type de pédagogie qui est moins populaire actuellement que les approches qui sont davantage centrées sur le projet ou plutôt inspirées soit du socio-constructivisme ou du constructivisme. Donc ces pédagogies-là s'éloignent un peu des courants qui sont plus à la mode. C'est vrai en francophonie, mais c'est vrai aussi du côté de la langue anglophone. C'est un mouvement mondial actuellement en éducation auquel on assiste. Il y a une vague de fond, que moi j'appelle, puis cette vague de fond-là, depuis le début des années 90, c'est le constructivisme. C'est une théorie qui a fait sa place dans beaucoup de domaines, et pas seulement en éducation. Et ce type de théorie-là s'éloigne de ce qui est fait davantage au niveau de la littérature sur l'efficacité de l'enseignement et des écoles. Donc, ma conception de l'échec, c'est que je pense que nous avons actuellement beaucoup d'outils pour être capables d'aider les enfants à beaucoup mieux réussir. Mais malheureusement, malgré le fait que ces outils-là sont disponibles, ils sont peu utilisés au moment où on se parle. C'est ce que je constate du côté québécois.
Pour revenir sur l'organisation scolaire, Oui. Où est-ce qu'on en est de l'organisation du système éducatif, de l'autonomie des établissements scolaires et de la relation entre l'autonomie et les différentes formes de régulation? OK. Avec l'implantation de la réforme, au tout début, à la fin des années 90 et au début des années 2000 au Québec, les écoles qui sont sous la direction des commissions scolaires, qui, elles, relèvent du ministère de l'Éducation, les écoles ont eu à produire des plans de réussite. C'est-à-dire, chaque école devait identifier des cibles d'intervention, des moyens pour atteindre ces cibles-là et devait en faire part à la commission scolaire. Et les commissions scolaires, naturellement, devaient faire part d'un plan de réussite à leur niveau, au niveau du ministère de l'Éducation. Donc, on peut voir, les écoles avaient et ont encore, je pense, une forme d'autonomie, mais depuis l'implantation de cette mesure-là, il semble y avoir davantage une préoccupation pour avoir une forme de reddition de comptes. Et on s'apprête encore à faire la même chose très bientôt avec une politique que la ministre a déposée pour la prévention de la violence à l'intérieur des écoles québécoises. Le même principe sera remis de l'avant. C'est-à-dire que chaque école devra faire un bilan, un état de situation de son établissement, d'identifier les programmes actuels qui sont en place. Et si c'est insuffisant, elle devra identifier d'autres moyens pour essayer d'améliorer son sort. Donc, je pense qu'actuellement au Québec, les écoles ont d'une certaine façon une forme d'autonomie. C'est les écoles avec en collaboration avec les enseignants et les directions d'école qui vont, par exemple, décider du matériel pédagogique qu'ils vont choisir. Dans certains cas, ils peuvent aussi décider de la gestion de l'horaire scolaire. Est-ce qu'on va ajouter, par exemple, une période de plus en éducation physique ou en musique en fonction des objectifs qui sont poursuivis dans le plan éducatif de l'école? Donc, il y a une forme d'autonomie. Je ne dirais pas une entière autonomie, parce que la structure des commissions scolaires fait en sorte que les écoles sont redevables aux commissions scolaires et elles, ces entités-là sont redevables ensuite au ministère de l'Éducation. Mais je pense que nous sommes dans un contexte où il y a à la fois présence d'autonomie, mais aussi une volonté, je pense, d'avoir une forme de contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur des écoles. D'être capable de montrer ce qui a été fait et ce qui va se faire. Pardonnez-moi, vous évoquez la question du contrôle. Est-ce que ce contrôle existe déjà et sous quelle forme? Au tout début, avec l'implantation des plans de réussite, c'était une opération qui a fait en sorte que, oui, il y a eu des formes de contrôle. Avec le temps, avec les années, cette mesure-là a perdu de sa force. C'est-à-dire que c'est devenu une opération au fil des années peut-être plus bureaucratique, moins... et la redevabilité du début, moi de l'extérieur, je la sens moins. Par contre, avec la politique que Mme Courchaine, la ministre de l'Éducation, a déposée sur la prévention de la violence, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre cette nouvelle politique-là et ce qui a été fait dans le cadre des plans de réussite. Donc, les écoles devront mettre sur papier un état de situation et devront aussi identifier quels sont les moyens qui sont en place pour la prévention de la violence et s'ils n'en ont peu ou pas, ce que j'anticipe, c'est qu'ils devront en avoir en bout de course pour aider un meilleur climat à l'intérieur des écoles. Donc, le ministère, avec Mme Courchaine qui est là, le contrôle est plus présent actuellement qu'il ne l'était auparavant.
Et je ne dis pas ça nécessairement de façon péjorative. Oui, peut-on revenir sur la question des évaluations? Oui. Vous nous avez décrit le contexte scolaire avec sa marge assez importante d'autonomie, aussi bien administrative que pédagogique. Oui. Et donc j'en viens tout naturellement à la question des évaluations, et notamment les évaluations nationales et les évaluations internationales, et le rapport entre les deux. Avec l'implantation de la réforme québécoise, les évaluations nationales, auparavant, avaient lieu seulement au niveau secondaire. Actuellement, en 6e année, à la dernière année de fréquentation des élèves au primaire, des épreuves nationales ont été créées pour les matières de base, c'est-à-dire le français et les mathématiques. Ce sont des approches créées selon l'approche par compétence, qui est l'approche actuellement utilisée dans le curriculum québécois. Et ça, c'est relativement nouveau depuis l'implantation de la réforme. Et à côté de ça, en parallèle, le Québec continue de participer à plusieurs études internationales, et ce, autant au secteur primaire qu'au secteur secondaire. Et ça nous donne deux sources d'informations qui nous permettent de poser un regard sur le rendement des élèves actuellement, et deux regards qui sont différents. Les épreuves qui sont internationales ne sont pas nécessairement conçues selon une approche par compétence, donc les objets d'évaluation sont différents, le type de questions. Ça permet, je pense, au système d'avoir un regard sur la maîtrise des connaissances et le développement des compétences des élèves actuellement. Si vous me permettez de continuer avec encore une question sur ce sujet. Bien sûr. L'approche par compétences, donc l'APC, qui est celle préconisée avec des curricula adaptés. Oui. Théoriquement, enfin en tout cas dans ma compréhension des choses, porte plutôt sur l'apprentissage que sur l'enseignement. Donc, du coup, l'évaluation qui va de pair est plutôt l'évaluation formative. Oui. Formative ou formatrice. Oui. Donc, si on part de ce constat, il n'est pas étonnant que les résultats aux tests internationaux style PISA ne soient pas bons, puisque avec l'approche par compétence, vous êtes centré sur l'apprentissage, donc sur l'élève, alors que les évaluations internationales font davantage intervenir la question des connaissances, et certainement pas l'approche par, enfin, ce qui a trait ou à l'approche par compétence ou aux théories socio-constructivistes de l'enseignement cette fois. Donc le hiatus m'apparaît assez normal finalement. Oui, mais il est pour les gens de l'extérieur du système, je pense entre autres aux parents, qui voient ces résultats-là publiés dans les journaux, pour la population en général, de constater que les élèves québécois, qui dans le passé avaient toujours bien performé dans plusieurs types d'épreuves internationales, et le ministère se faisait un devoir de le mentionner, que le Québec était, en tout cas au Canada, et pas seulement au Canada, souvent dans la liste des endroits où on performait le mieux en mathématiques et en sciences, de commencer à constater une diminution de ces résultats-là. Je pense qu'on ne peut pas trancher la question aussi simplement que d'attribuer la baisse des résultats à l'implantation d'une approche par compétence. Parce qu'actuellement, le débat connaissance-compétence est loin d'être réglé. Loin d'être réglé. Et c'est... je pense que c'est très difficile d'être compétent sans être connaissant. C'est difficile de mobiliser des connaissances quand les connaissances ne sont pas dans la mémoire de l'élève. Donc, si l'un est problématique, je pense qu'il va nécessairement avoir un impact tôt ou tard sur l'autre. Et actuellement,
ce que moi je constate comme observateur attentif de la réforme et du rendement des élèves, c'est qu'il y a quand même une diminution des résultats, autant à des tests de connaissances qu'à des tests de compétences entre les élèves qui ont vécu la réforme et ceux qui ne l'ont pas vécu auparavant. C'est difficile à expliquer. Je pense qu'il n'y a probablement pas de raison unique à cette situation-là, mais je pense que c'est troublant et qu'il faut essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire en sorte que nos élèves connaissent des choses et qu'en plus, ils soient capables de mobiliser ces connaissances-là dans des contextes qui sont plus complexes que ce qui était fait auparavant. Je pense que je ne crois pas que ce soit l'un ou l'autre. Je pense que c'est plutôt l'un et l'autre qui devrait nous préoccuper, parce que je pense qu'il est possible d'être à la fois connaissant, avoir un bon bagage de connaissances et d'être capable de faire face à des situations de résolution de problèmes qui demandent une mobilisation de ces connaissances-là, à la condition, bien sûr, que les élèves soient entraînés à le faire. Et sont-ils entraînés justement à avoir sur eux-mêmes une réflexion a posteriori sur la façon dont ils s'y sont pris pour apprendre? Parce qu'il me semble manquer le lien, c'est-à-dire également le retour sur soi. Comment je me suis pris pour? En général, ce que vous dites là, dans les quelques études que j'ai lues, je pense qu'effectivement, vous avez raison. C'est-à-dire que tout le développement de la métacognition, la réflexion sur sa propre pensée, qui était un objectif déjà présent dans les programmes québécois dès les années 80. En 2000, avec la réforme, cet objectif-là s'est tout simplement poursuivi. Mais dans les quelques études que j'ai consultées à ce sujet-là, effectivement, ça ne semble pas être une pratique courante. Mais en contrepartie, dans certains cas, je pense que ça peut être difficile pour certains, même si on demandait à des élèves d'y arriver, je pense que pour certains, puis particulièrement les élèves en difficulté, je pense que ce type d'exercice-là est difficile à faire dans le contexte de la réforme actuelle. Puis je m'explique pourquoi. De plus en plus, les enseignants se sont fait conseiller sur ne plus enseigner de façon traditionnelle, ne plus montrer aux enfants, mais plutôt encourager l'enfant à découvrir par lui-même ou à découvrir au contact des autres. Et ensuite de ça, j'aurais le goût de dire, dans le pire des scénarios, l'enseignant va montrer. Mais ce n'est pas ce qui est souhaité. Dans le discours québécois sur l'enseignement au moment où on se parle, le discours a été argumenté d'un slogan qui nous disait on doit passer du paradigme de l'enseignement au paradigme de l'apprentissage. Changer de paradigme, c'est pas rien. Et les enseignants ont compris ce message-là comme je dois délaisser mes pratiques traditionnelles pour adopter des pratiques complètement différentes. Et dans ce cas-là, il y a eu, je ne sais pas si c'est généralisé, je n'ai pas vu d'enquête là-dessus, malheureusement, mais dans beaucoup de cas, les enfants ont essayé par eux-mêmes, et l'enseignant, avec plein de bonne volonté, a tout simplement suivi, j'aurais le goût de dire, la ligne du parti. C'est ce qu'on lui a conseillé. Donc, il a essayé, à travers des projets, des résolutions de problèmes, des tâches complexes, de mettre les élèves en travail d'équipe et d'essayer de les amener du mieux qu'il peut à faire les découvertes. Mais ce que la littérature nous montre sur l'efficacité de l'enseignement, c'est que c'est la pratique pédagogique la moins efficace pour favoriser l'apprentissage des élèves qui sont en difficulté. Ceux qui font les découvertes, ceux qui sont capables d'apprendre par eux-mêmes, c'est rarement celui dont le bagage d'acquis est faible, qui a souvent des difficultés à communiquer avec le collègue par des difficultés sociales. Souvent, ces jeunes-là ont besoin d'être très encadrés, très structurés, pour être capables, en bout de course, d'arriver exactement au même résultat que celui qui peut apprendre par lui-même. Parce que c'est possible, dans certains contextes, pour des enfants, de découvrir les apprentissages. Certains enfants arrivent au tout début de leur scolarité et sont déjà capables de lire.
sans que qui que ce soit ait fait nécessairement un enseignement formel de la lecture, mais c'est une minorité d'enfants qui sont dans ce cas-là. Donc, de généraliser une pratique comme celle-là, particulièrement à ceux qu'on veut aider le plus, c'est-à-dire nos élèves en difficulté, c'est très... L'enseignement a toutes ses raisons d'être. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que ce type d'élève-là, lorsqu'on lui demande de réfléchir sur sa propre cognition, s'il n'a pas eu un modèle pour le guider, c'est de l'étayage, hein, c'est de l'échafaudage, c'est d'être capable, au début, d'être très, très, très supportant, et au fur et à mesure que l'élève progresse, j'enlève cet échafaudage-là pour que l'élève, en bout de course, soit capable de le faire seul. Ce qu'on veut, c'est que le bout de course, l'élève peut faire les choses par lui-même, mais certains auront besoin d'un support beaucoup plus important que d'autres. Et moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'est cette clientèle-là qui, malheureusement, a souffert le plus de ce type de recommandation-là, qui, dans certains cas d'élèves, est tout à fait approprié. Les classes d'élèves forts, je pense que, mais pas juste je pense, les résultats de recherche montrent qu'effectivement, certains jeunes peuvent apprendre au contact d'autrui avec un rôle de l'enseignant qui est beaucoup plus un rôle d'accompagnateur et de guide. Mais ce n'est vraiment pas le type de stratégie d'enseignement qui, en tout cas au niveau de la recherche empirique, a montré des résultats pour des clientèles plus à risque, les élèves qui sont en difficulté, ceux qui moi, me préoccupent le plus. Donc pour conclure sur cette question, j'ai envie de dire que le débat connaissance-compétence qui est inépuisé, oui, tout à fait. En fait, pourrait peut-être sortir de cette impasse si on lui adjoignait le terme métacognition, ou peut-être un terme plus simple que celui-là qui est très scientifique. Bien d'accord. C'est bon pour moi. C'est bon. Ben pour moi aussi. Sinon, je continue sur ces questions. Non, mais, en plus, cette question-là, pour nous, elle est passionnante.